continuons ensemble dans Smart Bourse en direct sur Bismart. Nous avons le plaisir d'être accompagnés à présent par Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI4Alpha. Bonjour Jean-Jacques Ohana. Bonjour Nicolas. Une question sur les marchés financiers aujourd'hui, ce sujet de la récession. On en parlait en première partie de Smart Bourse. Le terme a été employé par Jérôme Powell. Il avait avant été employé par un certain nombre de membres de la Fed ou d'observateurs effectivement du contexte économique ou financier. Une question qu'on va traiter ensemble, Jean-Jacques Ohana. Comment passe-t-on d'un excès d'inflation à un risque récessif dans un temps relativement court ? Eh bien, il faut remettre en perspective finalement ce qui nous arrive depuis la période post-Covid, puisqu'on a une inflation généralisée sur de nombreux actifs qui a commencé en réalité en 2021. D'accord. D'abord en partant des actifs financiers les plus spéculatifs. Donc on peut commencer par tout simplement les objets de collection. On a vu énormément d'objets de collection comme les montres, mais même bien au-delà, les œuvres d'art aussi, s'apprécier en prix de manière très significative. Ça a commencé par là. Exactement. Et puis on a aussi les cryptoactifs. Oui, oui, effectivement. Voilà. On se souvient, ça a défrayé la chronique. Qui sont quelque part aussi des objets de collection quand on y réfléchit d'ailleurs. Et puis après, en allant vers peut-être les actifs financiers, on est allé vers les actions. On se souvient aussi des actions des meme stocks, vous savez, les actions qui n'ont pas de fondamentaux particuliers, mais qui sont plébiscitées par les investisseurs privés sur Internet et qui avaient connu des hausses fulgurantes au cours de l'année 2021. Parce qu'il y avait un attachement à l'activité de l'entreprise, par exemple. Absolument, absolument. Et puis on a connu des actifs. Alors maintenant, on va un peu plus vers le réel quand on allait vers les actions, parce que les actions, il y a eu aussi des actions qui ont connu des hausses, mais avec des bons fondamentaux, les GAFAM notamment. Bien sûr. Et puis après, on a été vers des actifs plus réels, comme l'immobilier, avec une hausse très importante des prix des maisons, notamment aux États-Unis. C'était plus importante que tout ce qui se passait, en tout cas depuis les années 2000. Donc on allait vers des actifs qui étaient plus importants, avec un impact plus important dans l'économie réelle. Et puis après, je continue encore dans les actifs réels. On est allé sur les voitures d'occasion. Alors là, les voitures d'occasion, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de voitures neuves à l'achat. Donc les voitures d'occasion se sont envolées avec des niveaux d'appréciation qu'on n'avait jamais connus auparavant. Du fait des tensions sur les chaînes d'approvisionnement pour construire des voitures neuves, du coup, le marché de l'occasion, de la voiture d'occasion, s'est apprécié lui aussi. Voilà. Et puis après, ça c'était plutôt l'automne 2021. On a eu une flambée des prix de l'électricité. Avec aussi des tensions importantes sur le gaz européen. Donc il y avait déjà des tensions entre l'Ukraine et la Russie, mais c'était bien avant la guerre. Et donc ça, c'était fin d'année 2021. Et puis après, l'envolée des prix du pétrole, qui ont finalement porté un coup de grâce à ce tableau inflationniste. Et donc voilà, on est allé des actifs les plus spéculatifs et les plus éloignés de l'économie réelle vers les actifs qui sont les plus proches de notre consommation, finalement, puisque même au-delà de l'énergie, on a l'envolée des prix du blé. Donc on est jusqu'au pain. Les prix du pain pour les pays émergents et qui peuvent mettre en difficulté alimentaire certains pays de la zone Moyen-Orient, Afrique du Nord. Mais alors ça, c'est lié à j'ai envie de dire, des événements exogènes et notamment un conflit sur le sol ukrainien, cette envolée par exemple du prix du blé. Alors les événements exogènes ont bon dos pour finalement aussi bien pour la société mais aussi pour les dirigeants, en fait, de dire que finalement il n'y a pas de responsable. En réalité, les responsabilités, elles sont partagées entre des événements endogènes. Donc les événements endogènes, c'est qu'on a fait énormément de stimulus monétaire. On le faisait déjà avant l'époque du Covid, mais là, l'augmentation des bilans des banques centrales a été fulgurante. Et puis, des relances budgétaires qu'on n'avait jamais connues depuis l'après-guerre. Donc, par exemple, aux États-Unis, on a fait à peu près 2 fois 15% de déficit 2 années consécutives. C'était des niveaux de stimulus qu'on n'avait pas connus, et surtout un stimulus simultané sur le plan monétaire et sur le plan budgétaire. Ça, c'est les raisons endogènes. Et puis, c'est vrai que sur ces raisons endogènes se sont rajoutés des événements exogènes, notamment la guerre en Ukraine.
Et là, en réalité, ça a apporté le coup de grâce, finalement. Et aujourd'hui, ce qui nous fait passer, ce qui nous fait basculer dans un nouveau monde plus récessif et en tout cas de resserrement monétaire aigu, c'est que les banques centrales ont pris énormément de retard dans leur programme de remontée des taux. La Réserve fédérale, finalement, a été plutôt complaisante au départ, en disant non, mais c'est temporaire. Bien sûr, c'était le discours tenu, c'est temporaire et ça va se résorber tout seul. Exactement. Et à partir, finalement, de la guerre en Ukraine, il est apparu aux yeux de tous que, finalement, l'inflation qu'on avait n'était plus temporaire, qui avait une inertie très forte, puisqu'on a des taux d'inflation, par exemple, qui sont à 5%, mais en enlevant les éléments volatiles, parce que si on compte tous les éléments volatiles, on est plutôt à 8, même en inflation réalisée, mais donc on est autour de 5% en inflation hors éléments volatiles de l'énergie et de l'alimentaire. C'est les plus hauts niveaux depuis les années 80. Donc on est dans un nouveau régime d'inflation, même en enlevant les événements exceptionnels, qui interpelle les banques centrales, qui conduit la Réserve fédérale à resserrer sa politique monétaire. Alors on va venir au rythme, la hausse des taux courts américains, donc à 2 ans, ce qui indique non seulement le resserrement qui a déjà effectué, mais aussi le resserrement qui est anticipé à très court terme. On est à 200 points de base, donc une hausse de 2% en 6 mois. Et quand on remet en perspective cette hausse depuis les années 70, il faut remonter au début des années 80 pour voir un resserrement de cette ampleur sur les bons du Trésor américain en 6 mois. Donc on est dans quelque chose d'inédit dans l'amplitude et la rapidité du resserrement monétaire. Ce resserrement monétaire n'est pas qu'américain, puisque en fait on a des effets de devise très importants. Notamment la hausse du dollar. Par exemple, on est sur une hausse du dollar autour de 15% contre le yen. D'accord. Et sur l'euro, on est autour de 8 à 10%. Donc ce sont des niveaux qui sont importants et qui placent les autres pays dans un risque inflationniste encore plus prononcé. Parce que le fait que toutes les banques centrales agissent du coup aujourd'hui pour lutter contre l'inflation. Tout à fait. Et d'où le fait que la BCE sera contrainte aussi, comme la Réserve fédérale, du fait de son retard, de resserrer sa politique monétaire brutalement. Et c'est cette brutalité du resserrement qui nous fait plonger dans d'abord, premièrement, une sorte de crise financière qui pour l'instant n'est pas avérée puisqu'il n'y a pas de défaut, on va dire une crise financière larvée de long terme, avec une tension sur les taux d'intérêt. Par exemple, sur l'immobilier aux États-Unis, on est passé de 3% à 6% sur le taux de crédit hypothécaire à 20 ans. Donc, c'est très significatif. Donc, ça va probablement expliquer une baisse future de l'immobilier aux États-Unis, mais aussi une tension sur le crédit. Avec une hausse des taux d'emprunt des entreprises. Bien sûr, on le voit en France aussi. Alors c'est plus restreint, mais on le voit également en France. Oui. Exactement. Une tension sur les pays émergents, par exemple avec des pays qui sont vraiment en danger, comme la Turquie, par exemple. Et puis même au-delà du crédit, on a aussi un dégonflement généralisé des bulles sur les actifs. Alors évidemment, il y a les actifs de collection. J'en parlais tout à l'heure, il y a les crypto-actifs, mais même au-delà de ces actifs plus spéculatifs, on a un dégonflement de la bourse, et on sait qu'il y a un effet richesse qui est assez important, et là c'est un effet richesse dans le sens inverse, dans le sens opposé, et puis on voit aussi maintenant cette récession se propager aux matières premières, ce qui paraît assez contradictoire. Qui ont plus bénéficié des tensions justement sur les chaînes d'approvisionnement et les tensions énergétiques, oui, complètement. Absolument, mais quand on prend aujourd'hui un ratio qui est intéressant, c'est-à-dire l'or contre les matières premières, finalement l'or, c'est la matière première la plus défensive de toutes. Et les autres matières premières jouent l'inflation. À proprement parler. Eh bien, quand on prend ce ratio, on voit que depuis quelques semaines, l'or tient c'est autour de 1800, 1850 $ le once d'or. Et puis, contre l'euro, c'est bien mieux, puisque, en fait, l'euro se déprécie. Mais pas les autres matières premières. Par exemple, on a eu des chutes récentes du pétrole, mais même au-delà du pétrole, de manière plus inquiétante, on a le cuivre qui perd 20% depuis ses plus hauts. On a l'aluminium
qui abandonne 35% depuis ses plus hauts qui avaient été effectués, qui avaient été connus juste après l'intervention, juste après la guerre en Ukraine. Et donc, on a des baisses de 20 à 35% sur les métaux de base. Et les métaux de base, on le sait, sont emblématiques des perspectives de croissance mondiale. Et donc là, on bascule vraiment, on a des signaux qui nous disent qu'on bascule dans un monde beaucoup plus récessif qu'inflationniste. Ils sont emblématiques, mais pour autant, on peut se dire, si les prix des métaux de base baissent, les marges des entreprises peuvent remonter, puisque la crainte, c'était que les marges baissent à partir du moment où les matières premières étaient plus élevées. Là, non, c'est ce que vous nous dites, c'est c'est pas forcément le mécanisme qu'il faut avoir en tête. Alors, il nous reste quelques secondes importantes. Évidemment, ça va permettre aux entreprises de reconstituer partiellement leurs marges, mais par contre, le resserrement monétaire qui est à l'œuvre et qu'on a décrit tout à l'heure, il va continuer. Et c'est ça la différence par rapport aux autres cycles, parce qu'auparavant, dans la précédente décennie, à chaque fois qu'il y avait un problème, les banquiers centraux disaient « stop, on arrête tout ». On arrête le resserrement et on réinjecte des liquidités. Mais là, comme elles sont en retard, qu'elles ont pris du retard, elles ne pourront plus le faire. Elles vont continuer à monter les taux en dépit des signaux, des indicateurs avancés récessifs. Merci beaucoup Jean-Jacques Oana d'être venu partager votre expertise avec nous sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis pour cette édition de la mi-journée donc de Smart Bourse. Et on se retrouve ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse. À ce soir.